Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, où on discute de nouvelles technologies, où on discute de nouveautés technologiques, où on discute des élections, on n'aura pas le choix, où on discute aussi, entre autres, avec Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô chat, Comme... allô Internet. Allô, Internet. Comment ça va Michel? Ça va bien? Écoute, grosse journée, grosse semaine. Fait chaud. Ça, ça va chaud, ouais, c'est ça. On va passer en duplex pour parler de ce four qu'est le Québec présentement. Ça n'a absolument aucun sens. On crève, puis quand on travaille de la maison, puis qu'on n'a pas nécessairement les technologies pour nous tenir au frais comme on a dans des tours à bureau ou dans d'autres endroits, mais ça commence à paraître. Ouais, ben tu sais, puis en plus, hein, le paradoxe de l'air clim, c'est plus on se refroidit en dedans, Ouais. plus on réchauffe dehors. Ouais. Fait que, je suis un peu réticent à m'en acheter une pour la maison. Pour l'instant, tu sais, je me débrouille avec ma mini-fan. Il ne fournit pas en ce moment. Non, c'est ça. Ouais. Je te confirme, j'étais sur la route cette semaine, puis on oublie rapidement ce que c'est la chaleur quand on passe 2 jours à la climatisation. Ah non, je comprends. Je me souviens quand on a monté à Trois-Rivières pour aller te rendre visite, on avait l'air climatisé dans le char, j'avais frette dans le char. J'étais vraiment glacé, là. Je me tenais de C'est même. quoi ça? Ouais, c'est ça. Tu sors Eh, dehors après, il fait 35. Là, ouais. Michel, encore une fois, podcast aujourd'hui, podcast sur lequel on va discuter justement de la fierté des marques qui ont parfois l'intention de s'associer avec des idées qui sont plus radicales sur le web. Fait qu'on va voir ça. On a une couple d'exemples aussi, je pense, qui peuvent être intéressants. Mais comme c'est notre habitude depuis le début de la 3e saison, ben c'est les nouvelles. Michel, une nouvelle pour nous cette semaine? Écoute, c'est une nouvelle qui est encore en. Je dirais qu'elle évolue encore. Il y a eu des updates depuis que c'est arrivé ce matin. C'est Danny DeVito sur Twitter qui a vu son compte en fait recevoir sa badge de validation. Ouais. S'est fait enlever sa badge de validation plutôt. Après avoir publié une publication où il soutenait finalement les travailleurs là, qui sont en grève. Je peux le dire, hein, j'imagine le De nom Nabisco, d'entreprise. oui. Ouais, bon, pour Nabisco, qui est une, Ouais. si j'ai bien compris, en fait, c'est une pâtisserie là, aux États-Unis. Euh, ce qu'on comprend, c'est que par la suite, Twitter a dit non, c'était pas à cause de son commentaire, c'est son profil qui est incomplet. Le timing est quand même très intéressant. Ouais. Mais au-delà, bon, est-ce que c'est vrai que c'était pour cette raison-là qu'il a perdu son badge? Je trouvais ça super intéressant comme nouvelle, puisqu'on parle d'un sujet qui est connexe, des entités comme Facebook, Twitter, LinkedIn, on entend un peu moins parler de ce côté-là, mais Instagram, etc., qui vont prendre action contre des personnalités publiques quand ils vont prendre une position qui n'est pas toujours si radicale que ça. Fait que bon, bref, c'est une nouvelle là, que j'ai vu passer ce matin, puis j'avais trouvé ça super intéressant pour introduire notre sujet. Là, Rappelons que pour les propos qui ont été tenus, Danny DeVito, tout ce qu'il a fait, c'est de prendre position pour les employés de Nabisco qui sont en grève présentement, étant donné que l'entreprise semble vouloir retirer tout ce qui est temps supplémentaire. Donc, il essaie de prendre possession un peu ou d'être capable de décentraliser les emplois. Rappelons que dans le commentaire de Danny DeVito, une des choses qui était demandée, c'était le boycott complètement. Et puis, rappelons que Nabisco aux États-Unis, ben, c'est Oreo et plusieurs autres grosses marques comme ça qui utilisent Twitter depuis plusieurs années et qui font de la publicité sur Twitter depuis plusieurs années. Donc, la question est simple à se poser. La demande vient de où? Donc, c'est une des belles nouvelles qui est à suivre puis à voir comment ça va se régler, tout ça. On est le 20 août aujourd'hui. Pour le moment, la badge est revenue sur le compte de Danny DeVito, mais qui sait, ça peut toujours évoluer. Non, puis c'est souvent après coup hein, que le réseau social ou la marque, peu importe, va justifier l'action en disant « Ah non, c'était pour une autre raison ». Mais c'est toujours la question du timing qui est intéressante dans cette situation-là. Puis je suis loin d'être complotiste, là. Non, je pense pas qu'une conspiration des réseaux sociaux pour contrôler les messages tant que ça. Mais tu sais, comme tu as dit, peut-être qu'il y a une demande à quelque part pour prendre action, une plainte qui est survenue, peu importe.
J'ai hâte d'en savoir plus sur cette Oui. nouvelle-là, d'ailleurs, pour, encore une fois, creuser cette question-là et avoir la vérité. Oui, complètement. C'est quelque chose là, qui va être super intéressant à suivre dans les prochains jours. Michel, je le disais, on est le 20 août, on est à un mois jour pour jour de la date des élections au Canada. Donc, les élections fédérales, rappelons-le, qui auront lieu le 20 septembre prochain. Et puis, déjà, on voit les grands réseaux commencer à afficher leurs couleurs. Facebook a dit ouvertement que dans le prochain mois, la plateforme et l'algorithme va ralentir le nombre de publications politiques qui vont être affichées sur la plateforme, qui vont ralentir aussi le nombre de propagations de nouvelles et ou fausses nouvelles pour ce qui est des élections canadiennes. Et puis, on a commencé à voir hier et aujourd'hui, donc le 19 et le 20 août, certains groupes et puis certaines pages conspirationnistes au Canada à être complètement retirées. Donc, on commence aussi à voir là, que Facebook est en train de faire un ménage préélectoral, un peu comme il l'avait fait là, aux États-Unis. Fait qu'on est dans la même lignée. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui en ère pandémique est quand même quelque chose d'intéressant à suivre parce que les foules, c'est un peu plus compliqué. Les soupers spaghettis, aller serrer des mains partout, aller faire le tour des centres d'achat pour aller rencontrer son électorat, c'est pas quelque chose qui est simple maintenant. Donc, un des seuls endroits où c'est maintenant possible là, de propager un peu leurs nouvelles puis leur point de vue, ben, c'est les réseaux sociaux. Puis les réseaux sociaux leur met un frein aussi à la propagation. Donc, ça va être de voir quel impact est-ce que ça va avoir, ben, sur les différents candidats, mais peut-être même aussi sur l'élection. Donc, on pourra jeter un coup d'œil. Je suis très curieux de voir là, comment ça va se placer, tout ça. Ben, j'ai hâte de voir à quel point ils vont être plus permissifs pendant plus ou moins permissifs qu'ils l'ont été pendant la campagne qui a mené à l'élection de Trump. Oui. On s'entend, avant ça, c'était déjà quand même des lieux où le rabbit hole, le fameux rabbit hole était important. Mais j'ai l'impression que ça s'est vraiment problématisé. C'est devenu un problème de plus en plus important à mesure que cette première élection-là qui s'est passée vraiment en ligne, si on veut, sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de contenu qui se brassait, beaucoup de contenu des usines à trolls aussi. Oui. J'ai hâte de voir comment ils vont s'ajuster. Tu me dis qu'ils ont déjà commencé à bannir des pages conspirationnistes. C'est drôle. Sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, moins. Là, j'y vois moins aussi, fait que je le vois moins passer. Mais même mon fil à moi, je regarde jamais ces contenus-là, puis je vois pratiquement jamais sur Facebook, à part pour mon Messenger et les besoins des clients. Je suis inondé de contenu conspirationniste en ce moment. Les Spotted, notamment. C'est toujours le fun de ce temps-là. Fait que ça, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir à tout ça. J'ai hâte de voir vraiment les règles qu'ils vont mettre en place, puis aussi comment ils vont serrer la vis aux différents politiciens. Jusqu'où ils vont permettre aux politiciens d'aller. Oui, puis on sait que là, on se bat un peu plus à terrain égal, étant donné qu'Andrew Scheer est un peu moins présent sur les réseaux sociaux lors des dernières élections, puis que Justin Trudeau était très actif. Là, on fait juste rappeler, encore une fois, on est le 20 août. Là, tout ça va changer au fil des prochaines semaines, là, mais rappelons que Erin O'Toole s'est fait construire un studio dans un hôtel puis qui diffuse tout à partir de là en essayant d'éviter au maximum les foules puis en essayant d'éviter au maximum les grands rassemblements pour s'assurer de respecter les règles sanitaires. Donc, on est vraiment là dans une ère où il y a un paquet de nouveautés, où la technologie est mise de l'avant. C'est quelque chose là, qui va être super intéressant à suivre, jumelé à un vote postal où on s'attend à peu près 4 millions de votes là, au lieu d'un 500 000 habituel. 4 millions de votes par la poste. Donc, on va être capable aussi de voir là, comment la technologie en arrière de ça va être capable de comptabiliser à temps pour nous donner le plus rapidement possible les résultats. Petit segway qui va nous amener vers justement comment que les marques des fois peuvent s'associer à des idées radicales. Il y a eu un sondage que j'ai vu passer, tu l'as sûrement vu aussi, je pense même que j'en ai parlé cette semaine. Écoute, la semaine a tellement passé vite que je me souviens plus de quoi je t'ai parlé. On a parlé pareil, mais c'était en pseudo-vacances. Le fameux sondage là, qui disait que les plus jeunes sont tannés des campagnes électorales négatives.
où les candidats finalement brassent de la merde au lieu de discuter des enjeux puis essayer de trouver des solutions de plus l'esprit quasiment de collaboration. C'est fou comment les partis... Je pense que les conservateurs qui ont même retiré cette semaine une pub, là, si je ne me trompe pas, qui était de nature justement très méchante envers Trudeau. Il dépeignait comme un clown. C'était pas, je l'ai juste vu passer rapidement, je n'ai même pas écouté au complet. J'ai hâte de voir justement comment ils vont tous s'ajuster à ça, puisque oui, l'électorat est un peu plus vieux encore dans certains endroits. Les jeunes n'ont pas nécessairement les mêmes goûts que les plus vieux pour ce qui est du style de politique qu'ils recherchent. On est dans une campagne qui va se passer beaucoup en ligne. Fait que comment les partis vont s'ajuster à tout ça, comment les réseaux vont s'ajuster à tout ça, comment même les médias vont faire pour s'en sortir avec toutes les règles qu'on voit passer de plus en plus sur Google, pour partager de l'actualité. Fait que c'est vraiment un beau melting pot, je trouve, de voir comment que les partis vont faire pour se débrouiller au travers de tout ça. Puis, peut-être même, en tout cas, j'espère voir un peu de changement, voir comment ils vont changer la façon de faire traditionnelle pour nous offrir quelque chose d'un peu plus, j'allais dire divertissant, mais ça serait fun, une campagne un peu plus divertissante et moins négative. Ouais, c'est sûr. Positive, puis d'avoir quelque chose de constructif plutôt que d'avoir quelque chose de très négatif puis très destructeur. Je suis entièrement d'accord avec toi. Michel, on rappelle qu'on a un podcast. On rappelle que vous pouvez nous suivre. Il faut parler du podcast. On vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne Twitch de Gogoulet et la chaîne Twitch de Dart Sketchy. Dart Sketchy, on est là le lundi et le mercredi occasionnellement. Pour ce qui est de Gogoulet, on est là les vendredis à 15h. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre... à la page, oui, c'est ça, à notre chaîne YouTube. Vous avez dans le chat là, les différents moyens de nous joindre, donc je vous invite à le faire. On est présent aussi sur, si ça ne vous tente pas de nous voir la face, on est présent sur la plupart des plateformes audio en podcast à compter du lundi. Michel, aujourd'hui, la fierté pour certaines marques de s'associer à des idées radicales sur le web. C'est un sujet qu'on a pigé dans un pot la semaine dernière qui nous emmène juste à la veille des élections à discuter de ça. Je trouve que le pot, encore une fois, a fait des miracles pour être capable de jouer au devin. Michel, qu'est-ce que tu en penses des marques qui s'associent à des idées radicales? Je voudrais définir radical avec toi. Radical, souvent, on le pense négativement. Est-ce que tu veux qu'on l'aborde de manière positive aussi, c'est-à-dire s'associer à des causes sociales? Oui, les deux existent. Tu sais, dans ma tête, Black Lives Matter, c'est quelque chose qui est un mouvement qui était quand même assez radical, positif pour le changement, mais qui est quand même un mouvement qui s'est radicalisé au fil du temps. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que là, tu parles d'un mouvement qui, je pense qu'il y a comme une montée plus populaire, comment dire, acceptabilité sociale. Ça atteint un niveau d'acceptabilité sociale. Puis il y en a peut-être que certains segments, pas le mouvement lui-même, mais certains segments du mouvement qui se sont radicalisés. Je pense notamment, je vois souvent sur Reddit, que c'est plus devenu, en réaction en fait aux gens qui lâchaient toutes les vies comptent. Il y en a qui se sont radicalisés au point de dire votre vie compte moins. Puis ça, c'est pas le cœur du message de Black Lives Matter. Pas du tout. C'est important de préciser, là, c'est vraiment des éléments radicaux de ce mouvement-là qui se sont, de mon point de vue, détachés du mouvement lui-même pour finalement créer justement autre chose, là, créer un mouvement qui est finalement beaucoup moins intéressant puis beaucoup moins, qui a moins une portée sociale positive, justement. Fait qu'est-ce que j'en pense? Écoute, j'ai deux façons de le voir, je pense. D'un côté, j'aime beaucoup les marques qui vont prendre position pour une cause puis soutenir cette cause-là, un peu comme on parlait dans notre tout premier podcast je pense que c'était ta saison 1, saison 2. Oui, sur l'authenticité. Exactement. Qui vont vraiment s'associer à une cause en laquelle ils croient puis ils vont la faire vivre, cette cause-là, dans leur pratique. Ça, j'adore ça quand c'est positif. C'est sûr que si c'est quelque chose de néo-nazi, un peu moins le fun de mon point de vue. On est dans l'autre extrême.
Ce que j'aime un peu moins, c'est quand il y en a qui vont le faire pour des raisons stratégiques. Je pense, il y a eu Oreo qui est passé, dont on a parlé énormément sur les réseaux sociaux, là, qui avait sorti un biscuit pour, je pense que c'était le mois, c'était-tu pendant le mois? C'était au mois d'octobre 2020. Oui, c'est ça, LGBT History Month. Fait que le mois, finalement, pour LGBT. Ouais. Et que finalement, les gens ont posté, ouais, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'ils ont continué leur marque ailleurs, mais ils n'ont pas utilisé ce biscuit-là. Je veux dire, ils ont continué leur promotion dans d'autres pays Oui. en En n'affichant cachant. pas du Non. tout ça. Ils ont continué avec des produits vraiment standards. Le biscuit noir et blanc qu'on connaît tous, et non pas le biscuit Oui. arc-en-ciel. Fait que, tu sais, là, c'est bon, tu t'assumes à moitié. Je comprends les enjeux commerciaux de cette marque-là, mais tu vois, c'est très stratégique. On le fait ici pour vendre plus, Oui. auprès d'un segment de clientèle, mais on ne gêne pas dans d'autres pays pour complètement ignorer la cause. Mais c'est appelé ça, on parle souvent de militantisme de performance, justement, où les entreprises ou les marques vont tenter de prendre une cause, de s'associer à elle, puis de le tourner d'un point de vue capitaliste. Oui, je pense entre autres là, à des marques, là, pour en nommer quelques-unes, là, Patagonia, ou à des marques comme ça, qui, eux, sont associés à des mouvements écologiques, écologistes, puis depuis plusieurs années. Donc, eux, on construit leur marque sur ce modèle-là. Par contre, ce que tu donnes comme exemple présentement, Oreo, ce qu'eux ont fait, mais là, on est vraiment dans le militantisme de performance, où on fait un marketing, où on fait un marketing ciblé sur une cause, sur un pan, une cible précise, un pan de la société, en disant oui, on est avec vous, on vous supporte, mais que dans d'autres pays, on le cache, on ne montre pas pour pas perdre de vente ailleurs. Ouais. Ce que certaines marques ne font pas, qui, elles, s'assument complètement et puis qui, elles, vont au front puis vont de l'avant. Écoute, ça m'emmène tout un questionnement, puis j'ai vu cette semaine un documentaire qui m'a porté un peu à me questionner un peu plus loin, dans le sens où on parle qu'il est de plus en plus important pour un entrepreneur d'être associé à une cause, d'être associé à des levées de fonds, d'être associé à des fondations, d'être associé à toutes sortes d'idéologies, puis toutes sortes de manières de faire. Tout ça, justement, pour redonner un peu à la société, être capable d'aider son prochain. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui emboîtent le pas. Où est-ce qu'on sépare le rôle de l'entrepreneur puis le rôle de la marque? Est-ce qu'on est capable de séparer ce rôle-là? Parce que le documentaire que je voyais, c'était justement, en tant qu'entrepreneur, moi je prends position, mais ma marque n'a pas à prendre position envers ça. Ouais. Écoute, je pense qu'on avait déjà un peu abordé la question dans notre podcast. C'était peut-être celui sur l'authenticité, justement. Écoute, vendredi fin de journée, j'ai parlé toute la semaine, là, je déparle un peu. Les marques, admettons, qui vont prendre position pour justement LGBT, mais que tous les gens qui sont à la tête de l'entreprise font partie de groupes militants anti-LGBT. Ouais. C'est... Comment je peux te dire ça? Je pense qu'il faut l'assumer. Préférablement, je pense qu'il faut l'assumer jusqu'au bout. Si on décide de s'engager, je pense que c'est normal, à un moment donné, que notre entreprise ou notre marque commence à le faire. Parce que souvent, tu sais, on veut refléter... En tant qu'entrepreneur, là, je pense qu'on veut souvent refléter dans nos pratiques d'affaires nos vraies valeurs, notre vraie vision. Du moins quand on veut le faire de manière authentique. Là. Mais en même temps, tu sais, je peux comprendre pourquoi il y en a qui le feront pas. Je te donne l'exemple de Remedia, que je pense que c'est le meilleur exemple qu'il n'y a pas. Je vais appuyer un paquet de causes qui me tiennent à cœur, comme justement LGBT. Tu sais, je veux dire, je suis pas juste celui qui dit qu'il y a un ami gay, là. J'en ai des amis gays, puis je les aime énormément, puis j'aimerais ça que ça soit plus un enjeu aujourd'hui qu'on... Tu sais, bon... téléphone qui sonne, je vais fermer ça. Tu sais, j'aimerais ça que ça soit pas un enjeu aujourd'hui qu'on en discute. J'aimerais juste ça que ça soit comme ok, ben tu sais, c'est parfait.
Oui, Ça s'arrête c'est là. ça, point, c'est tout. Je vais te célébrer autant que je vais célébrer les autres parce que pour moi, c'est la même affaire. Oui. T'es correct dans ton. C'est même pas un choix de vie, t'es correct Non, dans ce que t'es, c'est ça. parfait comme ça. Oui. Mais tu sais, le faire avec Remedia, ben, c'est pas nécessairement le bon vecteur pour le faire. Je vais peut-être utiliser d'autres plateformes pour les soutenir. Oui. Par contre, Opération Enfant Soleil, via Extra Life, ben là, tout d'un coup, le fit est correct, était naturel. Il y a des technologies mêlées à tout ça, du gaming. Oui, du gaming, de la philanthropie numérique. Fait que un paquet de trucs qui, là, me rejoignent personnellement, mais qu'en plus, ben, c'est tout à fait naturel que mon entreprise en parle. Fait que, tu sais, je comprends cette distinction-là qu'on pourrait faire. Je comprends pourquoi il y en a qui ne vont pas jusque-là, parce que moi, j'y vais pas tout le temps. Mais toi, Jean-François, comment tu vis ça? Comment je peux dire? Comment tu considères justement qu'un entrepreneur devrait utiliser ses propres valeurs et ses propres enjeux à lui pour influencer sa marque? Mais je pense qu'on commence à faire une distinction de plus en plus entre des moyennes entreprises puis des grandes entreprises. Les grandes entreprises, je pense qu'être capable de refléter les valeurs du président peut parfois être plus complexe. Quand tu as 30 000, 40 000, 60 000 employés, ça peut s'avérer difficile d'être capable de s'assurer qu'il y ait une continuité puis que tout ça soit respecté. Par contre, je peux comprendre que des entrepreneurs s'associent à une cause, des entrepreneurs de moyennes entreprises ou de petites entreprises qui vont s'associer à une cause puis qui ne veulent pas nécessairement faire passer ça à leurs entreprises. D'où le pourquoi l'aspect de philanthropie, l'aspect social peut être séparé. Je crois que d'aider une cause en tant que personne, c'est déjà quelque chose de fabuleux, puis on le voit dans plusieurs entreprises, là, puis même si ce n'est que l'achat des palettes de chocolat pour aider au voyage, on l'a tout vécu, là, on sait c'est quoi. Là. J'ai géré des campagnes. Là, ben, c'est ça, là, on sait c'est quoi. Donc, ça. Non, c'est ça, mais c'est pas parce que l'entrepreneur le fait que ça veut dire que l'entreprise back à 100%, puis parce que le chocolat n'est pas équitable ou le chocolat ne respecte pas les valeurs vertes de l'entreprise. Il y a une distinction à faire, je pense, du côté personnel, puis des causes. Et puis je pense que plus j'y pense, plus je fais la distinction entre cause et mouvement social. Ouais, mais j'aime comment tu l'amènes. Puis, ça me pousse à réfléchir. Ce qu'on voit souvent, même en réaction, c'est des réactions qu'on va voir, surtout des médias, les réseaux sociaux. Ouais. Une marque X dont l'entrepreneur ou le président va avoir soudainement fait un don à un parti politique, encouragé un autre gestionnaire de projet qui va mener justement des actions sociales. Ben là, tout d'un coup, les gens vont faire l'association entre ce président-là a appuyé telle cause. Automatiquement, cette entreprise-là, soit il faut la boycotter ou c'est une bonne entreprise. Il va y avoir les deux. Là. Ils vont en avoir qui vont faire OK, ben, je vais me mettre à acheter des biscuits Oreo vu qu'ils ont appuyé LGBT ou l'inverse. Alors, je n'achèterai plus jamais ça de ma vie. C'est dégueulasse, ces biscuits-là. C'est vrai que peut-être pour une petite business, pour une PME ou même pour un entrepreneur un peu comme moi là, ou toi qui gère son propre petit projet qui n'a pas 50 000 employés à gérer, peut-être c'est plus facile de marier les deux parce que le risque est peut-être un peu moins grand aussi. Là. Oui. Le risque, je peux l'assumer. Moi, si je décide demain matin de mettre Remedia, let's go, on y va avec l'arc-en-ciel tout le temps. Je pourrais l'assumer, ça me dérangerait pas du tout. En plus que j'ai des chemises colorées quasiment tout le temps là, dans nos podcasts depuis un bout. Fait que let's go, je vais l'assumer, l'arc-en-ciel. Mais pour une grosse entreprise, je vois le risque. Oui. Oui, puis c'est pas quelque chose qui est simple. Puis l'acceptabilité sociale, c'est une chose, mais l'acceptabilité dans le microcosme social qui est la grande entreprise peut aussi être
complexe, puis ça peut devenir là, un couteau à double tranchant pour les ressources humaines. Je pense entre autres à certains organismes qui sont dans le milieu des finances qui, par la bande, vont forcer, entre guillemets, les directeurs en devenir à faire des campagnes de financement social pour certaines fondations. C'est perçu comme un crochet supplémentaire sur le CV du prochain directeur qui va devenir vice-président. Mais est-ce que c'est vraiment fait pour la bonne raison, puis est-ce que c'est vraiment fait de la bonne manière ou adéquatement? Ça, c'est une autre chose. Donc, c'est pas authentique, ça, c'est clair. Hein? Non, c'est ça. Donc, tu m'amènes quasiment, Jean-François, à penser... Tu sais, l'exemple que tu parlais des ressources humaines, je fais juste penser, je reviens à l'ère Trump. Combien il y avait d'employés qui, dans le secret, disaient « On nous demande de lancer tel message, on nous demande de modifier le site web de tel organisme, on nous demande d'enlever telle mention de nos communiqués. » Puis qu'en public, ou avec leur boss, ils allaient répondre aux ordres qu'ils recevaient par peur de perdre leur emploi ou encore d'être mis sur une blacklist quelconque. Oui. Là, je prends l'ère Trump, mais on s'entend, c'est pas juste là que ça se passe. Là. C'est pas juste dans l'organisation de Trump puis dans le gouvernement de Trump que ça s'est vu puis que ça s'est fait. Mais, tu sais, je me mets dans la peau d'un employé à qui on demande justement d'appuyer une cause qui lui, il parle pas que ce soit une cause genre LGBT ou anti-LGBT, peu importe quelle direction on prend, là, ça force l'employé finalement à pas être authentique, à pas se sentir authentique dans son propre travail, dans son environnement professionnel. Oui. Fait que ça amène des tensions incroyables aussi entre employés. Là. Je n'ai vu passer une couple. Oui, mais c'est ça. C'est pas toujours simple à gérer. J'ai écrit un article justement sur mon site web, le militantiste de performance dans les médias sociaux, dans lequel justement je me penche un peu sur la discussion qu'on a présentement sur les grands courants sociaux. Puis une des choses qui en ressort, c'est que il y a malheureusement certains mouvements qui sont populaires, qui deviennent trop populaires et trop populistes. Puis que à ce moment-là, on se ramasse avec une panoplie d'entreprises, une panoplie d'influenceurs, une panoplie de gens qui vont se fondre dans ce mouvement social-là pour profiter de la visibilité ou pour comment je dirais ça, pour s'aider émotionnellement, prouver qu'ils font vraiment quelque chose, mais que c'est pas nécessairement sur les bons sur le bon moyen ou sur les bons termes. Il y a plusieurs, dans l'histoire, il y a plusieurs mouvements sociaux qui ont eu de la difficulté à récupérer de ça. Et puis, on l'a vu, Black Lives Matter, c'en est un qui a explosé complètement, mais on a vu aussi là, les débordements. Il y a plusieurs choses, mais tu sais, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est toujours possible de méditer, toujours en étant authentique. Ouais. Tu parles de Black Lives Matter. Une des choses qu'il y a eu, ça existait déjà, là, le fameux ACAB, All Cops Are Bad. C'est peut-être l'extrémisme qui s'en est dégagé à certains moments, puis pour certaines personnes, tout d'un coup, c'est plus devenu juste un slogan, c'est devenu une réalité. Puis je comprends l'argumentaire qu'ils vont mettre autour, je comprends les justifications qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont essayer de construire comme narrative pour justifier que, tous les flics sont mauvais. La réalité, c'est que c'est pas le cas, puis qu'il y en a justement qui sont dans un contexte où ils aimeraient pouvoir changer les choses, ils aimeraient pouvoir être authentiques, ils aimeraient pouvoir dire leur opinion, puis faire valoir que les autres, ce qui s'est passé, mettons, certains événements aux États-Unis où il y a eu du débordement du côté des policiers, qui peuvent même pas en parler parce que la structure en place les empêche de le faire. Et je fais juste penser à une certaine époque, les joueurs gays au hockey, dans la Ligue nationale, qu'il y avait eu une rumeur qu'un joueur des Maple Leafs à une certaine époque était gay, puis qu'il a fallu qu'il fasse une sortie publique pour dire non, je le suis pas, puis des années plus tard, oui, c'était ça. La seule raison, c'est que c'était pas acceptable autant pour l'organisation que pour la Ligue nationale, que pour la société de l'époque. Fait que c'est ça. Comment tu veux après militer pour
les droits des gays si tout ton environnement t'empêche de le faire. C'est en plein Et il y ça. en a qui vont dire, ben, il faut que tu le fasses pareil. Ben, c'est pas aussi facile, puis c'est pas aussi. Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas miraculeux que ça. Là. T'avais une façon de demander de l'illustrer. Là. C'est comme. C'est un beau rêve qu'on nous vend, mais c'est pas ça la réalité. Là. Non, c'est ça. Ce n'est que du vent. Ouais. C'est vraiment ça. Je rappelle qu'on est en podcast aujourd'hui avec Michel Bouchard, puis qu'on se questionne sur la fierté des marques de s'associer justement à des idées radicales sur le web, radicales positives et ou négatives. Donc, je t'en amène une négative pendant que je pense. Oui, vas-y. Chick-fil-A, il y a une couple d'années, ça Oui. fait quand même un bout, ils se sont repris. Je pense que c'était en 2017, qu'il y avait eu un mouvement anti-LGBT quand même assez fort. Oui, les autres l'ont échappé solide. Ouais. Puis ce qui m'a fasciné de cette trame-là qu'il y a eu pendant quelque temps, la trame narrative là, autour de Chick-fil-A, tu as eu la communauté LGBT massivement massivement a dit on veut plus y aller. T'en as eu quelques-uns qui ont dit on s'en fout, le poulet est bon. Oui. Puis tu as eu toute l'autre gang qui était ah oui, leur poulet, on va aller en manger, on va y aller on va y aller pour les encourager dans cette démarche-là. Fait que non seulement la marque avait été fière de prendre cette position-là, mais ça a généré toute une communauté autour de gens qui ont trouvé une certaine fierté, une justification aussi pour leur opinion radicale. Oui. Comme tu as dit, ils l'ont échappé, ils se sont repris, mais en tout cas, je vois que les gens s'en souviennent encore. J'ai juste fait une petite recherche tantôt. Ben, regarde, sur Reddit, il y a encore des publications. C'est encore, c'est encore ça. Michel, ça fait déjà 30 minutes là, qu'on parle de cette fierté-là des marques de société de s'associer. Je vais finir par le dire au moins une fois correctement dans le podcast. C'est dur le vendredi après-midi, hein? Il me semble qu'aujourd'hui il fait chaud en plus. Avec la chaleur en plus, non, c'est ça, j'ai les dents qui collent. La fierté des marques de s'associer à des idées radicales sur le web. Michel, est-ce que ça tombe du côté marketing? Est-ce que ça tombe plus du côté relations publiques? Est-ce que ça tombe même du côté ressources humaines? Dans une entreprise, qui gère ça? J'aime ta question parce que j'ai quasiment envie de te répondre. Pour moi, c'est quasiment tout du pareil au même, dans le sens que ton marketing va passer par des relations publiques des fois, puis va influencer tes ressources humaines. Fait que, tu sais, quand on dit marketing marketing d'employeur, plutôt marque employeur, ben, c'est un peu ça. Si tu fais ton marketing autour d'une cause anti-LGBT, attends-toi peut-être pas à avoir des employés qui sont de gauche, qui sont pour les droits individuel peut-être, mais pas pour les comment je peux dire ça, en tout cas pour les droits humains en général là. Ils vont plus défendre des choses comme la liberté d'expression. J'ai le droit de dire que que ton mode de vie c'est inacceptable puis tu vas aller en enfer genre. Fait que tu sais, je pense que ça va influencer un peu toutes ces sphères là. Le marketing va influencer tout ça à quelque part. Fait que quand une marque va prendre ce genre de position là, ben, ça va se répercuter dans ces trois éléments-là, autant dans le marketing que dans les relations publiques, que dans sa marque employeur, sa capacité finalement d'attirer des gens. Tu sais, je veux dire, ça me fait penser à, admettons, une entreprise comme Microsoft qui commencerait à adopter un discours anti-intellectuel. Ça serait tellement contraire à ses objectifs d'affaires. Comment tu veux être anti-intellectuel si tu fais de l'intelligence artificielle, des solutions d'affaires infonuagiques, des nouvelles technologies? Ça ne fonctionne pas. Fait que je pense qu'à quelque part, faut faire. Ces marques-là doivent bien calculer les choix qu'ils vont faire puis les choix qu'ils vont montrer au grand public. Là. Puis c'est la même affaire pour les petites entreprises. Hein. Plus on va s'associer à une cause radicale, ben, plus on va se mettre à dos finalement les gens qui sont contre cette cause-là. Là. Je sais pas si ça a fait du sens tout ce que j'ai dit, mais je pense que ça affecte les trois. Ça fait du sens, mais tu sais, ce que ça nous démontre, ça fait déjà 3 saisons là, qu'on parle ensemble, puis qu'on parle de collaboration, puis de travail collaboratif, d'arrêter de travailler en silo, puis d'arrêter d'avoir un ultra expert de quelque chose, mais de se joindre, puis de travailler en comité. Je pense vraiment que tout ce qui est
philanthropie sociale pour une moyenne entreprise ou pour une grosse entreprise, mais je pense qu'on tombe là-dedans. On tombe dans le comité où les ressources humaines doivent suivre, puis ils doivent s'assurer que les personnes qu'on recrute, mais qui fassent partie de cette idéologie-là, ou du moins qu'ils soient prêtes à mettre l'épaule à la roue pour procéder au changement. Je pense que le marketing doit parler, mais je pense que les relations publiques aussi doivent se faire en conséquence. Oui, ben, faut que ça soit cohérent. Puis, tu sais, une entreprise qui se vendrait, admettons, d'être multiculturelle, si à la tête de cette entreprise-là, tu n'as que des têtes blanches, Ouais. des hommes blancs avec une tête blanche tout d'un coup, c'est un peu moins cohérent avec qu'est-ce qu'ils annoncent. Oui. Puis, dans la faisabilité de la chose, tu sais, tu parlais de comité, ben, il y a une joke qu'on fait souvent en mettons, projet créatif, qu'un comité qui veut faire un dessin d'un cheval, ben s'ils prennent des décisions en comité, ça va donner un chameau. Là. Oui. Je pense que c'est un peu l'inverse quand on vient à penser des trucs par rapport à nos positions sociales, comment on peut faire évoluer notre entreprise en adéquation avec où la société est rendue, où les gens sont rendus dans leur façon de penser, dans leurs valeurs, dans leurs attentes. C'est pas vrai que c'est tout seul dans ton coin avec tes acquis que tu as déjà, avec tes préconceptions que tu vas faire avancer les choses. Non. Fait que ça prend des gens qui vont bâtir des idées qui sont pas toujours de prime abord faciles à concilier, mais que c'est en discutant et c'est en acceptant justement que c'est pas facile à concilier en partant qu'on va finalement réussir à s'entendre puis à développer quelque chose d'intéressant qui va parler aux gens d'aujourd'hui, non pas aux gens d'il y a 50 ans. Là. Non, c'est ça. Fait que l'idée de comité, je pense que c'est vraiment intéressant là, quand on veut brasser justement plus que... Alors, pour les projets créatifs, on s'entend peut-être moins. Là. Les comités, les décisions en comité, c'est toujours bien compliqué quand on veut dessiner un cheval. Mais pour des enjeux sociaux, des enjeux d'engagement social, la stratégie elle-même, je pense que c'est important de ne pas être juste une tête ou juste une façon de penser. Là. Ça prend du monde avec différents backgrounds, différents vécus, différentes expériences. Exact. Je vous rappelle que dans le podcast, on est à la 3e saison du podcast, que c'est pas nous autres qui décident de quoi qu'on parle. En es-tu déjà rendu au pot? C'est l'infâme pot qui décide de quoi qu'on parle. T'es-tu déjà rendu la main dans le pot, là? Ben, presque. Attends une minute, là. Il y a un segment que tu m'as pas laissé faire. Oh, vas-y! Ton 5 minutes de plus. Ton 5 minutes de plus. Toi, comment tu fais pour doser, comment tu t'annonces professionnellement, comment tu annonces ton engagement social professionnellement versus comment tu l'annonces dans ta sphère personnelle? Comment tu fais pour concilier ces deux sphères-là, personnel? Dans mon cas, c'est particulier parce que le professionnel puis le personnel, mais c'est la même personne. Comme je suis consultant, je suis travailleur autonome, je ne différencie pas trop l'un et l'autre, tout simplement, justement, par souci d'authenticité puis de transparence. Parce que, tu sais, what you see is what you get. La personne que je suis en réel puis la personne que je suis au travail, c'est pas mal pareil. Il y a pas énormément de différence. Donc, je veux pas non plus créer un masque social pour ma philanthropie numérique. D'abord, question piège, ta tolérance, ça va jusqu'où? Parce que, tu sais, on se connaît un peu, moi et tout, je veux dire, je suis capable de tolérer qu'il y en ait qui a des idées qui sont vraiment pas comme les miennes. Je peux les aider jusqu'à un certain point. J'ai déjà refusé un client qui voulait faire de l'éducation contre les idées un peu plus de gauche. C'est-à-dire, la gauche, c'est ce qui va tuer notre civilisation. Là. Ok, je peux pas t'aider. Fait que tu sais, j'ai mis des barrières. Mais toi, jusqu'où tu pousses cette tolérance-là? Serais-tu capable d'aider quelqu'un, admettons, qui veut faire l'éducation? Je vais aller jusqu'à l'extrême là, du néonazisme. Tu pourrais-tu l'aider dans sa stratégie? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai quitté les agences. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai quitté les grandes agences, les grosses agences de publicité, de marketing, de relations publiques. Parce que arrivait un moment où c'était un peu contre mes valeurs.
Puis, ben, le principe d'agence faisait que j'avais pas vraiment le choix de le faire d'une manière ou d'une autre. Après plusieurs années d'aide de tierces personnes et de spécialistes, mais j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qui faisait que je me sentais moins à l'aise. Puis c'était ça. Puis c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me permets de filtrer certains clients, certaines clientèles. Je me permets de discuter, d'avoir ce côté de discussion-là qui se doit d'être ouvert. Puis aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je le ferai plus, c'est sûr. Fait que tu as quand même un niveau de tolérance qui n'est pas infini, dans le sens, à un moment donné, tu vas mettre tes limites, tu accepteras pas de travailler avec quelqu'un qui est vraiment contre tes valeurs à toi. Faut qu'il y ait un certain fit entre tes valeurs et ça va. Faut qu'il y ait un certain... Oui, faut qu'il y ait un certain fit. Et puis, dans le type de travail que moi je fais, mais c'est ça à 100%. C'est un fit, c'est de la consultation. Je suis là pour brasser des nouvelles idées, apporter des nouvelles choses, dire que ce qu'ils ont fait, c'était peut-être pas la meilleure décision, mais voici comment qu'on pourrait contourner ça. Ça prend une confiance envers l'autre. Puis, je pense qu'avec la clientèle que j'ai présentement, je peux dire que j'ai ce fit-là. Où les gens me font confiance. Moi, je leur fais confiance aussi. Puis, on est capable là, de discuter, peu importe le cas que c'est. Ouais. OK. Non, ça répond à ma question, puis je trouve ça super intéressant comment tu l'amènes. Écoute, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Les premières années, tu vois, j'aurais peut-être pas été à l'aise de dire non en partant, parce que non, je le sens, ça ne marchera pas. Je vais pouvoir t'aider au niveau technique, au niveau stratégie, mais je me sentirais pas nécessairement bien de t'aider à diffuser le message que tu as envie de diffuser. C'est ça. Le Remédia, je pense qu'à un moment donné, il y a eu le clash. Hein. Ça reste une agence, mais c'est comme... C'est le fun parce que là, on en revient à ce que tu disais tantôt, la barrière entre l'entrepreneur et son projet d'entreprise. Ben, c'est là qu'à un moment donné, j'ai dû faire, j'ai pas envie que mon entreprise soit associée à ce genre de projet-là. Fait que tant qu'à pas en parler, pas être capable de dire que j'ai participé à un projet, j'aime mieux juste pas faire. Je le fais pas. C'est ça. Ah ouais, en plein ça. Je suis entièrement d'accord. Merci. Voilà, 5 minutes pile en plus. Pile en plus. Tout ça pour dire que c'est l'infâme pot qui décide de ce qu'on parle. Et puis, écoute, c'est tellement hallucinant comment ce pot-là est devin, comment il réussit à nous amener vers des sujets palpitants à toutes les semaines. Semaine prochaine, donc la semaine prochaine, on va être live le 27 août. Juste la journée avant de notre deuxième extra live du mois, parce que peut-être qu'on fait quelque chose en fin de semaine. Oui, il y a peut-être en fin de semaine. Oui. Donc, on va pouvoir discuter. Et mon Dieu Seigneur. On va pouvoir discuter du CAN-SPAM, donc de la loi canadienne anti-pourriel. Être capable de regarder un peu c'est quoi ça, c'est quoi les implications d'une marque, c'est quoi les implications d'une personne, c'est quoi les implications d'un entrepreneur ou d'un entrepreneur social. Donc, on va pouvoir regarder ça aussi. Puis, on va se faire du fun avec ça, je pense. Il y a des choses à regarder. Puis, peut-être même un croisement avec ce qui se passe en Europe. Qui a forcé aussi une nouvelle méthode de navigation sur le web. Donc, on va pouvoir regarder ça. Puis, je pense qu'on a un sujet, encore une fois, qui est super intéressant. Encore une fois, pendant les élections, comprendre pourquoi les candidats ont le droit de vous s'écrire, mais une entreprise peut pas. On va essayer de démystifier ça. Je trouve ça super intéressant. Puis, c'est très actuel parce que j'en vois passer beaucoup. De ce temps-là, il y a des agences de Montréal qui sont super réactives en région. C'est drôle, ils envoient du spam à mes clients, des offres d'affaires. Et mes clients sont non pas sollicités. Sur des listes, non, c'est en plein ça. C'est non sollicité, puis c'est ça, on va pouvoir en discuter, puis on va pouvoir regarder ça, toujours en restant dans le positif de la chose. Oui, en essayant. Michel, si on veut te rejoindre? Michel@remeza.tech, comme toujours. Je vais mettre aussi, écoutez, au lieu de dire que je suis sur plein de plateformes puis pas me rappeler lesquelles, Beacons, vous allez retrouver toutes les plateformes où je suis présent, où le podcast du sketch est diffusé. On est en audio, en vidéo et en texte. Donc, c'est ça. On est facile à trouver sur Google. Très.
très facile à retrouver sur Google. De mon côté aussi, le Beacons qui est là, vous allez être capable de retrouver les différentes plateformes sur lesquelles je suis. Vous pouvez m'écrire sur les différents réseaux, ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Je vous rappelle qu'on est disponible en audio sur la plupart des grandes plateformes de podcast audio. On va parler de Spotify, on va parler de iTunes, on va parler de Amazon, on va parler de Google. Donc, on est disponible là, sur la majorité d'entre elles. On est disponible sur Twitch, dans le cas de la chaîne Gogoulet, à chaque vendredi à 15h. Puis pour ce qui est de Dark Sketchy, à chaque lundi à 16h et des fois un mercredi sur 2 environ, où on discute un peu plus de l'entrepreneuriat, où on en est rendu dans différents projets communs. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec la suite des choses? Quelque chose sur le design thinking qu'on a jasé tantôt qui va peut-être s'en venir. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose sur le design thinking. Il y a un hors-série sur l'éducation qui s'en vient. Il y a un paquet de petites choses là, qui s'en viennent qui sont super intéressantes. Entre-temps, Extra Life. Extra Life, probablement en fin de semaine. On finalise ça tantôt. On va être capable de regarder. Je vous rappelle qu'Extra Life, on amasse des fonds pour Opération Enfant Soleil. On fait ça à travers du gaming qui va culminer au mois de novembre par un 24 heures complet de gaming où on va faire ça avec différents collaborateurs, différents streamers, différents Twitchers. Et puis, puis ben du café. La dernière fois, je me souviens que je m'en étais fait une bonne batch. Et puis, donc, en fin de semaine, probablement, pourquoi? Parce qu'Extra Life, en fin de semaine, c'est leur fin de semaine d'appréciation des jeux de table. Donc, on va pouvoir regarder avec Michel qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. Et le dernier samedi du mois, comme à tous les derniers samedis du mois de mon côté, c'est moi qui se plante à des jeux vidéo. Donc, on va pouvoir regarder différents jeux vidéo et différentes choses. Donc, je vous invite le 28 à vous connecter sur le Gogoulet à compter de 19h pour être capable de me planter à un paquet de jeux différents. T'as gagné la dernière game de hockey qu'on a joué la semaine passée en passant. Parce que t'étais fatigué, c'est la seule raison. Ou surtout que t'avais pris les Nordiques, un des deux. Hey, sur ce... Sur ce, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes. Encore une fois, vous êtes nombreux à nous suivre sur l'audio. Vous êtes nombreux à nous suivre en vidéo. Je vous en remercie. C'est super apprécié. On fait ça pour vous. On fait ça grâce à vous maintenant. Donc, on apprécie beaucoup ce moment de discussion-là. Et puis, c'est quelque chose qui nous est cher. Qu'on a commencé un peu... en disant « Hey, ça serait le fun que... » puis que finalement, on trouve le moyen d'en faire, puis c'est toujours super plaisant. Donc... C'est comme on dit souvent, je viens du monde littéraire, hein? Fait qu'on disait souvent, il faut que vous le fassiez pour vous en premier. Ouais. Oui, ok, on le fait. On l'a peut-être commencé en se disant, nous autres, ça va nous faire du bien de faire autre chose que des articles de blog. Ouais. Mais pour vrai, à mesure que j'avance, moi, ça, ça me plaît énormément. Puis deux, c'est le fun parce qu'il y a bien des gens qui vont peut-être pas écouter le podcast au complet, mais réagir à certains fragments ou faire « Ah, t'en as parlé, tu peux m'envoyer le lien. » Là, tout d'un coup, ça devient un outil pour parler aux gens de manière différente que va lire un article. Fait que, peut-être commencer comme projet, oui, on le fait pour nous, mais à mesure qu'on avance, écoute, en tout cas, je le fais aussi parce que je vois que ça fonctionne. Les gens aiment bien ça. On le fait avec beaucoup de plaisir, justement. Donc, Michel, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour cette semaine. Merci de m'avoir backé pour les quelques jours que je n'étais pas là. Je remercie aussi tous les gens dans le chat qui sont passés. Je remercie tous les gens qui nous écoutent sur YouTube ou sur les différentes plateformes. C'est un plaisir de faire ça pour vous. On se revoit très bientôt pour un autre podcast. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne journée là.